תמלכו נפשי, תמלכו וסוברי, בארץ ציון ויואב בי מויי. Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Bonjour Serge Brodovitch. Bonjour. Alors la dernière fois nous avons évoqué la diffusion du mouvement Lubavitch, ses succès, ses réussites en France, à travers le monde. Aujourd'hui, dernière émission avec vous, avant de donner la parole à Laurence Potzelver, à la sociologue Laurence Potzelver. Dernière émission consacrée à la politique. La politique, oui. Lubavitch, le rabbi et la politique. Effectivement, j'ai accepté ce titre pour mieux pouvoir le récuser, en quelque sorte. Bon, la politique, il faut savoir d'abord, avant d'évoquer cet aspect, que le judaïsme ne connaît pas de différence entre les genres de vie. À savoir que pour le judaïsme et pour les Pirkei Avot qui disent V'chol Maasecha Yihu Leshem Shamaim, tous tes actes doivent être accomplis au nom des cieux. Pour le roi Salomon qui dit B'chol Darachacha Daehu, en toutes tes voies connais-le, il n'y a pas de différence entre les genres. C'est-à-dire que le judaïsme doit transparaître à travers tous les aspects de la vie. Aussi, le fait que le judaïsme se mêle, entre guillemets, de divers aspects de la vie auxquels, a priori, il ne semblerait pas être mêlé du fait de la traditionnelle séparation entre les choses religieuses et l'État, peut un peu troubler les esprits. Il faut d'abord savoir que, de tout temps, judaïsme et politique, depuis les temps anciens et bibliques, judaïsme et politique ont toujours été une seule chose. Et la meilleure preuve, c'est que Moïse, avant d'être le prophète du peuple juif, était entre guillemets un politicien, puisque jusqu'à 80 ans, c'est-à-dire aux 2/3 de sa vie, il n'a fait qu'intervenir entre les Juifs et le Pharaon. Il n'est devenu le grand prophète qu'en fait, à 80 ans, c'est à 80 ans qu'il a délivré son premier enseignement de la Torah. De tout temps, les Juifs, enfin la politique juive a été administrée, si on peut dire, par les leaders religieux, que ce soit les prophètes. Ça a été jusqu'à Maïmonide, ça a été jusqu'à la Renaissance, jusqu'à Rabbi Yossel de Rochaim, qui était l'ami intime de Charles Quint. Et le fait qu'on trouve un peu étranger que le judaïsme religieux se mêle de politique provient de la séparation de l'Église et de l'État, des valeurs politiques et des valeurs religieuses qui est intervenue à la faveur de l'extension de la laïcité dans les pays occidentaux. Aussi, la politique, pour le judaïsme, ce n'est pas le fait de mettre le pied dans quelque chose d'étranger et le fait de vouloir régenter une chose étrangère à la chose religieuse, c'est simplement le fait de vouloir insuffler le judaïsme dans tous les domaines, ni plus ni moins. Bien, mais il faut savoir que ce que vous dites est vrai pour le judaïsme d'une manière générale, mais il se trouve que le rabbi de Lubavitch, le mouvement Lubavitch est intéressé peut-être un peu plus que d'autres mouvements chassidiques à la politique, et notamment dans la dernière période. Plus que d'autres mouvements chassidiques, je dirais que d'autres mouvements chassidiques n'y sont quasiment pas intéressés. Je pense qu'ils vivent malheureusement, et c'est leur profession de foi, dans une certaine autarcie. Non, il y a par exemple en Israël des partis politiques dits orthodoxes, entre guillemets, qui représentent l'ensemble des mouvements chassidiques. Effectivement, la perspective du mouvement Lubavitch en Israël, puisque c'est d'Israël qu'il s'agit, n'est pas une perspective politique proprement dite. Le mouvement Lubavitch n'a jamais revendiqué de siège à la Knesset, ou n'a jamais revendiqué de pouvoir particulier au sein du gouvernement. Oui et non. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'élections récemment. Oui, dans lesquelles les Lubavitch ont pris parti pour une certaine liste, effectivement, mais la perspective du mouvement Lubavitch est autre que certaines autres perspectives on va expliquer ces perspectives. D'abord, sur le plan des nations, et ensuite sur le plan d'Israël. Alors d'abord les nations. Les nations, effectivement, la profession de foi du judaïsme, et elle est encore plus soulignée ces dernières années. Non mais parlons de ce qui est spécifique au mouvement Lubavitch. Effectivement, le mouvement Lubavitch considère à une perspective juive messianique, c'est la perspective du judaïsme, qui fait que le Messie doit venir, c'est une profession de foi du judaïsme, et il doit apporter la rédemption à la terre entière, et nous avons une mission à l'égard des non-juifs qui consiste à les faire croire en Dieu, non pas à les rendre juifs, puisque vous savez bien que pour mériter l'appellation d'être humain digne pour le judaïsme, il n'est pas nécessaire d'être juif,
Et c'est aussi cette profession de foi du rabbi qu'il faut répandre ces mitzvot noachid pour qu'en quelque sorte, le monde non-juif apporte sa quote-part à l'évolution messianique. Mais ce sont les fameuses 7 lois noachides. Noachides, qui ne sont pas édictées par Lubavitch, qui sont des lois de la Torah et du Talmud traditionnel. Alors ça, c'est la perspective messianique et qui fait que le peuple juif doit avoir une influence bénéfique au sein des nations, c'est-à-dire... Est-ce que ça veut dire que les juifs doivent se mêler de la politique des différents pays où ils vivent ? Ça n'implique pas du tout cela. Le rabbi est probablement très opposé à ce que les juifs s'occupent de politique dans les pays dans lesquels ils évoluent, dans lesquels ils ont la citoyenneté et l'histoire. Sauf peut-être au niveau local. On y reviendra d'ailleurs avec Laurence Potzelver. Effectivement. Alors, pour ce qui est des nations de la Terre, le mouvement Lubavitch a pour mission de les amener à la croyance en Dieu, de les ramener à chacun sa tradition. C'est d'ailleurs le fait, c'était la raison évoquée dans un précédent volet du fait que le rabbi avait demandé 1 minute de silence et de prière dans les classes aux États-Unis, qui a été réfuté d'ailleurs par les Juifs eux-mêmes. Ça, c'est pour le plan strictement des nations. Maintenant, pour Israël, c'est une autre perspective. Israël est le point focal du judaïsme de notre époque. Et il est bien évident que la perspective là-bas est tout à fait différente. Il ne s'agit pas de faire de la politique, il s'agit d'amener le maximum, et encore une fois, j'ai horreur de ce mot-là parce qu'il est quantitatif, de juifs qui habitent en Israël, à faire de la terre d'Israël la véritable terre d'élection du judaïsme, qu'elle a toujours eu la vocation d'être. Et il se trouve que parfois ça passe par ce qu'on peut appeler le politique. Mais véritablement, on peut dire que le politique et le religieux ont été dissociés que les derniers siècles. Pour la Torah, il n'y a pas véritablement de dissociation entre le politique et le religieux, parce que le judaïsme doit embrasser tous les aspects de la vie. Et puis, comme Israël est le pays où doit se révéler le Messie, où doit jaillir véritablement la rédemption, il y a un point focal. Il se trouve que parmi les différents mouvements religieux en Israël, partis politiques religieux, il y a toutes sortes d'opinions. Il y a des gens, il y a une opinion majoritaire qui est plutôt tout simplement centriste ou de centre-droit, mais il y a également des gens qui ont des opinions très colombes, parmi les gens très religieux, qui se situent très à gauche de l'échiquier politique israélien. D'autres se situent carrément à l'extrême droite. Et le mouvement Lubavitch lui-même, d'ailleurs on a déjà eu l'occasion d'en parler au cours des émissions précédentes, se situe plutôt à droite, et même très à droite. De plus en plus. C'est pas à droite. Et on dit même, allons plus loin, on dit même que Shimon Peres n'a pas pu venir au pouvoir au cours d'une des dernières élections à la fin des années 80, du fait que le rabbi avait posé son veto. Non, là je tiens à récuser le mot droite, parce que le mot droite a une connotation politique bien plus large. Je parle de l'échiquier politique israélien. Parce que droite évoque une conception de la société antidémocratique et qui fait peur. Non, mais surtout, ça évoque sur l'échiquier politique, disons, une conception faucon et également une volonté de garder les territoires de Judée, Samarie et de Gaza. Et ça, c'est une querelle pour le rabbi. En quelque sorte, c'est une querelle qui n'est pas une querelle politique, c'est une querelle halakhique. Et effectivement, on ne mettra pas le point final à cette discussion ici, et ce n'est pas le propos de cette émission, mais le rabbi considère que sur le plan halakhique, nous n'avons tout simplement pas le droit de rendre ces territoires. Je ne suis pas ici accrédité pour défendre, ni officieusement ni officiellement, pour défendre l'opinion du rabbi. Simplement, la position du rabbi, il faut quand même reconnaître, est une position qui n'a pas varié, alors que on a pu le voir, et ça c'est pas du dénigrement, c'est un fait avéré, que certains partis politiques en Israël ont changé plusieurs fois leur fusil d'épaule suivant les subventions qu'on pouvait leur donner ou pas quant à ce problème des territoires. Parfois on a dit qu'il fallait les rendre, et puis parfois on a dit que maintenant il faut pas les rendre, etc. Ça va beaucoup plus loin aujourd'hui, puisque le rabbi récemment a déclaré qu'il était contre l'autonomie pour les Palestiniens, et donc il se situe même, je dirais encore une fois, pardonnez-moi, mais c'est l'expression consacrée, il se situe à la droite de Yitzhak Shamir. Il trouve que Yitzhak Shamir va même un peu trop loin. Sur le plan, puisque Shamir propose l'autonomie. Le rabbi considère, comme beaucoup de juifs qui sont pas catalogués à l'extrême droite, que l'établissement d'un État palestinien en Israël est un danger immense et que l'autonomie est un premier pas vers l'établissement ultime d'un État palestinien. C'est pas tellement l'autonomie qui dérange le rabbi. Les Arabes d'Israël, les Palestiniens d'Israël ont parfaitement le droit de vivre
en Israël, puisqu'ils y ont toujours habité. Le rabbi n'est pas pour les déportations à Dieu ne plaise, des Arabes vivant en Cisjordanie vers la Jordanie. Il considère simplement que les territoires de Judée-Samarie sont partie intégrante d'Israël et qu'il est hors de question d'en faire un jour un État palestinien et que l'autonomie est un premier pas vers l'ultime établissement de cet État. Sur ce plan, il y a une certaine unanimité au sein des Lubavitch, vous croyez? Il y a toujours une unanimité derrière. Bien, alors on se retrouve après une pause musicale. Что ты едешь на ярмарку, не купляешь, не продаешь, только робишь сварку. Эй, ты, дурень, Марко, что ты едешь на ярмарку, не купляешь, не продаешь, только робишь сварку. Alors, Serge Brodovitch, il est impossible d'évoquer la politique, pour les Juifs, la politique juive, sans évoquer le messianisme, parce que l'un et l'autre sont liés. N'est pas une invention née d'esprit déstabilisé de ce que Léon Poliakov appelait les chassidim extatiques. C'est une conception profondément enracinée dans la tradition juive. Et c'est une rédemption politique. C'est une rédemption politique, pas seulement politique, c'est une rédemption totale. Le messianisme, c'est une croyance qui est à l'article même de la foi juive, au point même que Maïmonide, philosophe rationaliste, paraît-il, l'a inclus dans les 13 articles de foi que certaines communautés récitent tous les jours, et Maïmonide est clair à ce sujet. Maïmonide, dans la conclusion de son œuvre, le Mishneh Torah, cette grande œuvre de loi, explique qu'il y aura une fois un homme qui sera issu de la lignée de David et qui, après avoir fait retourner le peuple juif à sa tradition, le fera retourner sur sa terre et construira le temple, et à ce moment-là, ce sera l'ère messianique. C'est pas, encore une fois, une invention des marketing managers du mouvement Lubavitch, c'est un fait profondément enraciné dans la tradition juive la mieux accréditée. Alors, question ultra provocatrice, et je m'en excuse par avance auprès de vous et auprès des auditeurs, est-ce que le rabbi de Lubavitch est le Messie ? Je dirais que c'est une non-question. La question, je dois dire, comme j'ai coutume de répondre, qu'il n'y a pas dans la tradition juive d'injonction, dans les 613 mitzvot, qui invite
à supputer des messianisables comme des ministrables. Il y a simplement le fait qu'il y a certaines personnes qui, lisant ce qu'écrit Maïmonide au sujet d'une personne qui est issue de la lignée de David, qui fera retourner le peuple juif à la Torah, etc., qui voient que ça correspond à leur avis, je dis bien à leur avis, à un certain profil qui pour eux est celui du Rabbi Lubavitch. On n'a pas le droit de les empêcher de penser ça, d'abord parce qu'ils entendent exercer la coercition sur personne pour les convaincre, contrairement à certains idéologues qui, depuis des siècles, ont essayé de convaincre le monde entier du messianisme, du caractère messianisme de certaines idéologies politiques qui ont laissé derrière elles des charniers. C'est pas le cas. Mais vous, Serge Brodovitch, vous ne croyez pas que le Rabbi est le Messie? Je dis simplement que s'il s'avérait que le Rabbi était le Messie, je ne serais qu'à moitié étonné. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Vous croyez vraiment qu'on vit aujourd'hui une période messianique? Je le pense vraiment, non pas parce que le Rabbi le dit, mais parce que de nombreuses personnalités, non forcément chassidiques, ont accrédité l'idée eux-mêmes que nous vivions les temps messianiques. Encore que le fait que le Rabbi le dise, ça me suffise, mais enfin d'autres personnalités. Et c'est pas parce qu'une personnalité israélienne dit qu'on peut encore vivre 2000 ans en galoute qu'il faut forcément... C'est pas la première fois qu'on dit ça depuis des milliers d'années. C'est effectivement vrai. De très grands sages du judaïsme ont souvent dit... Effectivement, on l'a évoqué, et du fait même, et l'année même des fameux pogroms de Khmelnytsky était donnée en 1648, comme on l'a évoqué, comme une date mais il y a tout de même un slogan important chez les Lubavitch. D'ailleurs, Laurence Potzelver en parle dans ses différents articles. Nous allons en parler avec elle à partir du prochain épisode. Il y a ce fameux slogan « We want... Moshiach, no. C'est ce qui est écrit sur derrière les voitures. Oui, c'est effectivement vrai. C'est un slogan qui a été le Messie maintenant. Qui a été lancé. Ce slogan a été repris par le Rabbi. Il ne faut pas oublier tout de même que c'est quand même le but ultime du judaïsme d'apporter la rédemption au monde. C'est tout le judaïsme est tourné vers cela. Nous disons dans chacune de nos prières à Dieu de nous lui demandons de nous faire retourner à Sion. Nous disons tous les jours dans la Mida, 3 fois par jour, qu'il Yishua Trakivinu Kolayom, car c'est toute la journée que nous attendons ton salut. Je veux dire, c'est pas simplement une belle pensée romantique. C'est l'article même de la foi juive et tout le but du judaïsme, surtout à une époque tourmentée comme la nôtre, qui est annoncée par tous les grands maîtres du judaïsme comme une époque messianique, c'est quand même d'essayer de provoquer le plus possible cette venue du Messie. Et encore une fois, ce mot « We want Mashiach now », le Rabbi l'a repris à son compte. C'est quand même, je veux dire, le Rabbi est une personne quand même accréditée auprès de beaucoup de gens. Et là, je voudrais quand même attirer l'attention sur un point particulier et qui peut permettre de donner un nouvel élément de réflexion. Je crois que sans faire de la propagande outre mesure, je crois que depuis des siècles, et peut-être depuis toute l'étendue du judaïsme, on n'a pas vu un homme dans le judaïsme, toutes tendances confondues, rayonner autant que ce Rabbi de Lubavitch, dans des cercles autant éclectiques. Je veux dire qu'il y a toujours eu des grands maîtres comme Maïmonide, il y a eu des maîtres laïcs, il y a eu des grands leaders laïcs qui ont concentré autour d'eux une certaine catégorie de juifs qui étaient convaincus d'eux, mais je pense qu'il faut apprécier le fait qu'à notre époque, il y a quand même un homme des gens comme Yochanan Ben Zakkai, comme Rabbi Akiva. Mais c'est vrai, mais c'est encore des temps très reculés qui sont en quelque sorte pré ou immédiatement post-exil. Je veux dire, depuis que le peuple juif est disséminé dans le monde, on n'a pas trouvé de personne qui sache s'adresser à tout le monde. Et je voudrais quand même rappeler que lorsque Moïse a senti sa fin venir, il a demandé, la requête qu'il a demandée à Dieu pour choisir un successeur, il a demandé une personne qui sache aller vers tous les esprits. Et ça, Rachi le dit. Et ça, c'est très important dans le judaïsme. Il est très important qu'une personne qui soit un leader soit une personne qui soit capable d'accepter chaque personne, ses opinions, ses sensibilités. Et c'est probablement le fait qui explique l'audience du Rabbi. Alors, il nous reste quelques minutes, Serge Brodovitch. Quelques mots de conclusion sur ces 12 premiers épisodes de notre feuilleton sur les Lubavitch. Un feuilleton qui, je le rappelle, au total, va durer 15 épisodes. Effectivement, bon... Pour dire un mot, le but d'un Lubavitch, effectivement, j'espère l'avoir montré, c'est pas seulement de faire de la propagande pour le mouvement Lubavitch ou pour la Torah ou agir à des fins de marketing. Je crois que la meilleure conclusion de cette émission est que elle aurait porté ses fruits si elle peut donner à tous ceux qui ont été les auditeurs
quelques nouveaux éléments de réflexion sur le mouvement Lubavitch, pas nécessairement les convaincre et leur donner l'étincelle d'extase, c'était pas du tout le propos d'une telle émission, et j'espère l'avoir montré. Je pense que si cela peut permettre à d'autres personnes d'avoir d'autres éléments de réflexion, de se documenter, parce que quand même le patrimoine du mouvement Lubavitch est assez immense, de se documenter sur la littérature, sur les enseignements, et finalement sur la valeur d'un mouvement qui, à notre époque, a quand même sa contribution à donner et l'a montré. Je pense que l'émission aura probablement été au bout de son but. Est-ce que vous avez le sentiment que cette lignée des Lubavitch va perdurer, va se poursuivre encore au cours des prochaines années, des prochaines décennies? Je pense que, j'espère que... D'abord, si l'ère messianique arrive vraiment, est-ce qu'il y aura encore un mouvement Lubavitch? Maïmonide dit que les événements qui vont se dérouler à l'époque messianique ne sont connus de personne, ce sont des paroles sibyllines dont le secret a été livré qu'aux prophètes. Personne ne peut dire ce qui se passera véritablement en dehors des faits traditionnels que la Torah nous donne, à savoir que la construction du temple et l'établissement de la paix et de la prospérité dans le monde. Maïmonide dit lui-même comment cela se passera-t-il, on l'ignore, espérons que cela se passera très prochainement et pour le bien de l'humanité. Mais dans le cas contraire, Chas v'Shalom, je ne fais pas de est-ce que vous religion croyez fiction. que le mouvement va se poursuivre? Il n'y a pas de raison. Bon, je vous pose la question parce que une question qui se pose, est-ce que le rabbi, on sait que le rabbi n'a pas d'enfant, est-ce qu'il a un successeur désigné aujourd'hui? Il n'a pas de successeur désigné, de dauphin ou de quelques types de personnes qui s'apparentent à cette désignation. Mais il y a un certain nombre de gens qui pourraient prétendre à la succession. On en connaît peu, ou pas du tout. Alors vous nous rappelez peut-être l'âge du rabbi? Le rabbi aura le 14 avril prochain 90 ans, le 11 Nissan. Il atteindra ses 90 ans. C'est le rabbi qui a eu la plus grande longévité jusqu'à 120, bien sûr. En 1993. 92, il aura ses 90 ans. Et donc, voilà, ça sera probablement fêté avec un certain faste. Serge Brodovitch, merci d'être intervenu donc au cours de ces 12 épisodes. Prochains épisodes au pluriel, prochains épisodes, donc 3 épisodes, avec la sociologue Laurence Potzelver pour parler toujours du mouvement Lubavitch, des Lubavitch, du rapport des Lubavitch également à la politique. C'est un des sujets que nous aborderons, mais vu sous un angle tout à fait différent, puisque c'est donc le regard d'un chercheur au CNRS, d'une sociologue. À bientôt. C'était Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.